Salam alaikum. Tout d'abord, Happy New 75 year. Best wishes. Alors, cette playlist exercice en électricité, donc quatrième vidéo, des exercices en magnétostatique qui traitent la loi de Biot-Savart, solénoïde, force de Laplace, induction mutuelle, flux magnétique. Bon, commençons l'exercice 1. Soit une portion de fil de longueur petit a parcourue par un courant I. Calculer le champ magnétique. On a un point M à la distance D du fil. En déduire l'expression du champ magnétique créé par un fil infini. Calculer le champ au centre d'une spire carrée de côté A. Grand C en généralisant au cas d'un fil conducteur ayant la forme d'un polygone régulier de n côtés, en déduire le champ au centre d'une spire de rayon grand R. Donc là, cet exercice, on commence par une portion de fil, on passe fil infini, puis à un carré, puis à une spire, avec une suite de déduction. 1 grand A, calcul du champ magnétique B. La loi de Biot-Savart, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il dit qu'un élément de courant grand I dl orienté, donc dl c'est la longueur de l'élément, et grand I c'est le courant qui le traverse, on a un point E, il crée un champ élémentaire dB, on a un point grand M, tel que dB égale mu0 sur 4pi, dq, la vitesse de la charge vectorielle U, divisé par R2. On peut écrire dq, charge élémentaire qui se déplace à la vitesse v, comme égal à I dl. Donc dB égale mu0 sur 4pi, I dl vectoriel U sur R carré. On remarque là l'analogie avec la loi de Coulomb et même aussi la loi de Newton, attraction entre deux masses M1 et M2, donc des champs ont 1 sur R2, avec petit r égale le vecteur EM et U égale le vecteur directeur de la droite EM. Donc pour calculer le champ total, on intègre dB entre A et A', les extrémités du segment parcouru par I. Alors, Bm égale mu0 I sur 4pi, intégrale de A à A', dz, puisque là dl c'est dz, dz vectoriel U sur R au carré. Alors, développement de dz vectoriel U. On a dz vectoriel U égale dz fois module de U qui est égal à 1, sinus dz, l'angle entre dz et U, fois E, θ, qui est le vecteur perpendiculaire au plan dz de U. Donc dz vectoriel U égale dz cosinus bêta Eθ, parce que sinus dz U, c'est cosinus bêta. D'autre part, tangente bêta égale z sur d. Donc dz, si on dérive z par rapport à bêta, dz égale la distance d fois d bêta sur cos carré bêta. Donc dérivée de tangente bêta, c'est 1 sur cos carré bêta. Donc finalement, dz vectoriel U égale d
fois d bêta sur cos bêta, Eθ. On a aussi cos bêta égale petit d sur petit r. Donc 1 sur r carré égale cos carré bêta sur d carré. Finalement, le vecteur B égale mu0i sur 4πd intégrale de a à a' de cos bêta d bêta Eθ. Voilà, donc on intègre entre les deux extrémités. Et on repère a et a' avec les deux angles bêta 1, bêta 2. D'où bt égale mu0i sur 4πd sinus bêta 2 moins sinus bêta 1. Donc ça c'est la valeur du module du vecteur champ magnétique. Puisque la primitive de cos, c'est sinus. Donc B est un vecteur tangentiel et dépend uniquement de la distance. Donc là, sur le dernier schéma, le courant I est sortant. Champ magnétique créé par un fil infini. Alors, le champ d'un fil infini, on a un point situé à la distance d du fil, c'est la limite quand bêta 1 tend vers moins pi sur 2 et bêta 2 tend vers plus pi sur 2 de BD qu'on vient de calculer. Donc A et A', les extrémités, tendent vers l'infini, tous les deux. Donc ça donne B infini D égale mu0i sur 4πd, limite de sinus bêta 2 moins sinus bêta 1. Donc sinus bêta 2 va tendre vers 1 et sinus bêta 1 va tendre vers moins 1. Ce qui donne la différence égale à 2. Donc B infini égale mu0i sur 2π D. Un grand B, champ magnétique au centre d'une spire carrée. Alors là, on a une spire carrée ABCD, parcourue par un courant I. Donc là, il a un sens de A vers B, vers C, vers D, vers A. Les quatre côtés créent quatre champs identiques et dans le même sens. Donc en utilisant le résultat de la question précédente, donc les quatre côtés AB, BC, CD, DA créent quatre champs identiques, puisque ça dépend que de la distance au centre, avec la distance D égale A sur 2, bêta 1 égale moins pi sur 4, bêta 2 égale plus pi sur 4. Donc le sens du courant, on le connaît, le sens du champ, pardon, on utilise la règle du tire-bouchon. D'où B au centre égale BAB plus BBC plus BCD plus BDA. Donc BO égale 4 fois mu0i sur 4pi, la distance qui est A sur 2, sinus bêta 2 moins sinus bêta 1. Ce qui donne BO égale 4 mu0i sur 4pi A sur 2, 2 fois sinus pi sur 4. C'est-à-dire racine de 2 sur 2. Et finalement, on trouve 2 racines de 2 mu0i sur pi fois petit a. Champ créé au centre d'un polygone régulier. Donc ça c'est la question 1C. Donc voilà un polygone régulier en rouge. Ses côtés sont identiques. Il a petit n côté. Donc polygone régulier avec n côtés. Donc le courant I. Il y a un champ magnétique qui est créé au centre O, qui est la somme de tous les champs B créés par les côtés. Donc il faut faire attention, la distance D
la distance du centre à un côté. BO égale n mu 0i sur 4pi fois la distance d fois 2 sinus pi sur n puisqu'on a n côtés. Donc 2pi est divisé par n, ce qui donne l'angle correspondant à un côté, et la moitié c'est pi sur n. Donc c'est pour ça qu'on a 2 fois sinus pi sur n. C'est sinus pi sur n moins sinus moins pi sur n. Le même raisonnement que pour le carré. D'où BO égale n mu 0i sur 2 pi d sinus pi sur n. Alors, pour une spire circulaire de rayon grand R, le champ de la spire de rayon grand R, c'est la limite quand le polygone régulier tend vers un cercle. Donc, lorsque le nombre de côtés tend vers l'infini. Et dans ce cas, petit d, la distance entre le centre et le côté, elle tend vers le rayon de la spire. Donc ça fait limite de n mu 0i sur 2 pi d sinus pi sur n. On sait que sinus x sur x tend vers 1 lorsque x est voisin de 0. Donc sinus x est équivalent ou à peu près égal à x au voisinage de 0. Donc sinus pi n sur pi n est voisin de 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc B de la spire égale mu 0i sur 2 fois le rayon de la spire. Donc il dépend uniquement du courant et du rayon de la spire. Exercice 2, soit une spire de centre O et de rayon R. Donc là c'est un calcul en utilisant méthode directe. Parcouru par un courant I, calculer le champ B en un point situé sur l'axe de la spire. En déduire le champ magnétique au centre de la spire, tracé BX. Donc là, on a une spire circulaire parcourue par un courant I de rayon grand R, et on considère un point M de l'axe OX, avec OM égale petit x, quel est B au point M. Donc de 1, calcul du champ sur l'axe de la spire. Méthode 1. Voilà donc le repère cartésien EX et YZ. On utilise les plans de symétrie pour connaître déjà la direction de B. M, le plan M, EX, EY est un plan d'antisymétrie. Donc M, EX, EY est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Parce que des deux côtés du plan, le courant circule dans des sens opposés. Donc c'est un plan d'antisymétrie. On sait que B est parallèle au plan d'antisymétrie, donc B parallèle à EX, Y. D'autre part, le plan MEXZ, lui aussi est un plan d'antisymétrie, pour la même raison. Donc B parallèle à EXZ. Donc il reste B parallèle à l'intersection des deux plans. L'intersection est à la droite OX. Donc B égale BEX. La loi de Biot-Savart, on prend un élément IDL de la spire et on regarde le dB qui est créé au point M. Alors dB égale mu 0 sur 4pi IDL vectoriel U sur R au carré. U, le vecteur U, directeur du point de la droite PM, de P vers M, donc P est un point de la spire, où se trouve l'élément IDL.
U est perpendiculaire à DL. Il faut voir ça en vue de profil. L'angle entre U et DL est 90 degrés. Donc dB égale mu0 sur 4pi IDL sur R au carré. D'autre part, on a R carré égale grand R carré plus X carré. DL égale grand R dθ. Θ étant l'angle entre EY et OP. Donc dB égale mu0 sur 4pi IR sur R2 plus X2 dθ. B égale l'intégrale lorsque le point grand P décrit toute la spire. Donc fait un tour. Donc B égale l'intégrale de θ égale 0 à 2pi de cos alpha dB. Avec cos alpha égale grand R sur petit r, puisque c'est sinus bêta. Cos alpha égale sinus bêta. Parce que la somme de alpha et bêta, c'est pi sur 2. D'où B égale l'intégrale de θ égale 0 à 2pi, grand R sur petit r, mu0 sur 4pi, I grand R sur R2 plus X2 dθ. Ou encore Bx égale mu0 I sur 2, grand R2 sur R2 plus X2 à la puissance 3,5. Une expression plus simple, Bx égale mu0 I sur 2R sinus cube de bêta. Deuxième méthode, ou bien la méthode directe, la loi de Biot-Savart. Donc là, on repère un élément de courant IDL par l'angle θ et coordonnées polaires dans la base ER Eθ. Alors dB égale mu0 sur 4pi IDL vectoriel U sur R2. DL égale R dθ Eθ. Donc là, le deuxième schéma, c'est vue de profil de la spire. Donc U égale cos bêta EX moins sinus bêta ER. Donc là, cette méthode utilise le calcul vectoriel. D'où dl vectoriel U égale R dθ cos bêta Eθ vectoriel EX moins R dθ sinus bêta Eθ vectoriel ER. Ou encore dl vectoriel U égale R dθ cos bêta ER, puisque Eθ vectoriel EX c'est ER, plus sinus bêta EX. Parce que Eθ vectoriel ER c'est moins EX. Voilà, donc moins moins, ça fait plus. Alors on intègre, donc en grand B, c'est l'intégrale de θ égale 0 à 2pi de dB. B égale, on met les constantes à l'extérieur, mu0 grand R I sinus bêta sur 4pi R2, parce que bêta ne va pas changer, quel que soit le point P sur la spire, bêta est le même. Somme de 0 à 2pi de EX dθ, plus mu0 RI cos bêta sur 4pi, somme de 0 à 2pi de ER dθ. On a somme de 0 à 2pi de ER dθ, c'est somme de 0 à 2pi. On remplace ER par son expression dans la base cartésienne, cos θ y plus sinus θ ez dθ égale 0. Puisque cos θ, sinus θ, ce sont des fonctions périodiques de période de pi. Et finalement, B égale mu0 I R carré sur 2R cube EX. Ou encore Bx égale mu0 I sur 2 grand R sinus cube bêta. Donc
cette méthode, elle est plus élégante. Deux grands 1 champ au centre de la spire. Donc au centre de la spire, il suffit de remplacer x par 0. Donc bx, je rappelle, sur l'axe, mi0 i sur 2, r2 sur r2 plus x2 à la puissance 3 demi. Donc b0 égale mu0 i sur 2r. C'est ce qu'on a trouvé dans l'exercice précédent. Courbe de bx. Alors, b est pair. b moins x égale bx. Donc bx a cette forme de cloche avec comme valeur pour x égale 0, mu0 i sur 2r. Donc le champ est important au voisinage de la spire étant vers 0 à l'infini. On peut en déduire la mesure de mu0. Alors, si on connaît le rayon de la spire et on mesure la valeur du courant I, on peut déduire la constante mu0. Donc, c'est 2 fois grand R divisé par I. Et on utilise un teslamètre pour mesurer le champ B au centre de la spire. Ça donne une valeur approximative de mu0. Alors, grand 2, on considère un solénoïde de longueur grand L formé de n spires jointives par unité de longueur. Voilà donc le solénoïde. Les spires de rayon grand L sont parcourues par un courant d'intensité I. Calculer le champ B en un point de l'axe. Donner l'expression au centre du solénoïde. Donner sa valeur lorsque L égale 20 cm, R égale le rayon 1 cm, et lorsqu'on a 10 spires par centimètre parcouru par 2 ampères. Alors, si la longueur du solénoïde devient infinie, donnez le champ sur l'axe. Donc voilà un solénoïde de longueur grand L, de rayon grand R, avec petit n égale nombre de spires par unité de longueur. Alors, attaquant la question petit a, champ sur l'axe du solénoïde. Alors, on repère le point grand M de l'axe par les deux angles β1 et β2. Ce sont les angles que fait l'axe OX avec les extrémités du solénoïde. Disons les dernières spires, à droite, à gauche de M. dn égale n dl spire. Donc si on prend une longueur élémentaire dl, elle crée dB au point mx. On va calculer donc ce dB. Voilà, donc dn égale n dl spire crée un certain angle, un certain champ dB au point mx. Donc petit l, c'est la distance du point M au spire dn. Et bêta, l'angle que fait l'horizontale, donc OX, avec le segment qui lie le point M et l'extrémité des dn spire. On choisit un sens positif pour l'angle bêta, donc sens trigonométrique. Alors bx égale l'intégrale de dB. On doit intégrer entre pi moins bêta 1 jusqu'à bêta 2. Donc on va intégrer de la spire située au point x égale 0, donc la gauche, bêta égale pi moins bêta 1, puisqu'on a choisi le sens trigonométrique. Donc pi moins bêta 1, complémentaire de bêta 1, jusqu'à bêta 2. Donc d'après
question précédente, dB, on a un point x créé par une spire, c'est mu0 sur 2r fois i sinus cube bêta. Et là, on a ni dl spire. D'où bx égale mu0 ni sur 2r l'intégrale de pi moins bêta 1 jusqu'à bêta 2 de sinus cube bêta. dl. Alors, cherchons dl. Cotangente de bêta égale L sur R. Donc, cotangente de bêta égale L sur R. Donc, si on dérive, on prend différentiel, moins d bêta sur sinus carré bêta égale dl sur R. Puisque la dérivée de la cotangente, c'est l'inverse du sinus carré. Donc, bx égale mu0 ni sur 2 l'intégrale de pi moins bêta 1 jusqu'à bêta 2 de moins sinus bêta d bêta. Le sinus carré est simplifié. D'où, donc, primitive de moins sinus bêta, c'est cosinus bêta. Donc, bx égale mu0 ni sur 2 cos bêta 1 plus cos bêta 2. Puisque cos pi moins bêta 1, c'est moins cos bêta 1. OK? Donc, c'est une somme. D'où bx égale mu0 ni sur 2. Cosinus de bêta 1, c'est x sur racine de x carré plus r2. Cos bêta 2, c'est grand L moins x sur racine de grand L moins x au carré plus r2. Donc x, c'est la distance du point M à la première spire située au point O de l'axe. Champ au centre du solénoïde. Il suffit de prendre x égale grand L sur 2. Donc B égale mu0 ni sur 2, 2 fois grand L sur 2 sur racine de L sur 2 au carré plus R2. Ou encore BL sur 2 égale mu0 ni L sur 2 divisé par racine de L sur 2 au carré plus R au carré. Voilà donc solénoïde et le champ au centre de l'axe. Donc application numérique, mu0 égale 4pi10-7, B égale 4pi10-7, fois n c'est 1000, puisque 10 spires par centimètre, ça fait 1000 spires par mètre. Donc fois 2, 10 sur racine de 10 carré plus 1 au carré. On trouve à peu près 2,5 millitesla. 2,2, c'est champ créé par un solénoïde infini. Bien sûr qu'on doit utiliser ce qu'on vient de faire. Il suffit de tendre les extrémités vers l'infini. Les deux spires à l'extrémité vers l'infini, ou bien grand L vers l'infini, ou bien bêta 1, bêta 2 vers 0. Donc bêta 1, bêta 2 tendent vers 0. Donc limite mu0 ni sur 2, cos bêta 1 plus cos bêta 2. Ce qui donne, puisque les cosinus tendent vers 1, tous les deux, ça donne mu0 ni. Et là, vous reconnaissez la formule champ sur l'axe d'un solénoïde infini, c'est mu0 ni. Alors, en pratique, si grand R, le rayon du solénoïde, est négligeable devant la longueur du solénoïde, on peut écrire au centre BL sur 2 égale à peu près mu0 ni. C'est une approximation. Lorsque la bobine possède un rayon négligeable devant sa longueur, mu0 ni. Alors, voilà. Donc là, on peut utiliser ça comme une application pour déplacer des objets. On consomme de l'énergie électrique
On la transforme en énergie mécanique. Alors, en utilisant le théorème de Maxwell, qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Maxwell? Le travail de la force de Laplace est lié au flux embrassé par le champ B et le courant I. Donc W, le travail, égale I fois delta phi. C'est égal à I avec delta phi, flux final moins flux initial. Donc, regardons ce schéma. Je m'excuse pour la coupure. Alors, regardons ce schéma. Donc, dans la position 1, on a le circuit dans une certaine position 1. Et puis après, il se déplace et arrive à la position 2. Donc S1 et S2, ce sont les surfaces du circuit. Le vecteur petit n est le vecteur perpendiculaire à la surface. Donc N1 perpendiculaire à la surface S1, position 1. N2 vecteur perpendiculaire à la surface S2 dans la position 2. Et lorsque le circuit se déplace, il embrasse une surface latérale dont le vecteur perpendiculaire est n latéral. Avec grand F, donc la force de Laplace qui déplace le circuit de la position 1 à la position 2. On suppose que le champ B, il est entrant. Donc le travail de la force de Laplace, il faut calculer le flux à la fin et au départ, faire la différence multipliée par le courant. Alors dans notre cas, on suppose que la position x égale 0, où se trouve donc le générateur. Si la barre est dans une position x1, la force va la déplacer vers la position x2. Donc on voit qu'il y a un flux embrassé à travers la surface qui se trouve entre les deux positions de la barre x2, x1. F dx, donc c'est le travail de la force, donc W égale I delta phi. Ça revient à dire dW égale I d phi. Donc le travail, c'est la force fois le déplacement. F dx égale I d phi. D'où F égale I d phi sur dx, la dérivée du flux par rapport à x. Alors, si le flux est linéaire par rapport à x, on aura grand F égale I phi 2 moins phi 1 sur x2 moins x1. Ce qui est vrai parce que le flux, c'est tout simplement le champ B, puisqu'il n'est pas variable, fois la surface. Et la surface, c'est quoi? C'est la longueur de la barre. C'est un rectangle, donc la surface. L fois x2. Donc la surface, c'est entre x égale 0 et x2. Donc c'est B et x2. Pour le flux initial, la surface, c'est la partie entre la position x égale 0 et x égale x1.
qui donne F égale IBL. Donc on retrouve l'expression de tout à l'heure. Exercice 4. Calculer le champ magnétique créé par un fil indéfini, rectiligne, parcouru par U, à une distance A du fil. On fera le calcul par deux méthodes, en utilisant loi Biot-Savart puis la méthode d'Ampère. Calcul du champ Biot et Savart. Voilà, donc on a déjà vu le calcul pour un segment. Donc là, on a déduit le champ à partir du calcul pour le segment, mais là, on va faire le calcul direct. Donc, je vais être rapide là-dessus, puisqu'on a déjà vu la méthode. Donc, dB égale mu0 i dz vectoriel u sur r2 sur 4pi. Bm, donc là, on intègre de moins l'infini à plus l'infini, dB. Donc, Bm égale mu0 i sur 4pi dz vectoriel u sur r2. dz vectoriel u, c'est dz sinus dz u Eθ. Donc Eθ, c'est un vecteur unitaire en tronc. dz vectoriel u égale dz cos bêta Eθ. Puisque sinus de l'angle dzu, c'est le cosinus de bêta. Ce sont deux angles complémentaires. D'autre part, tangente bêta, c'est z sur a. Donc dz égale a d bêta sur cos carré bêta. Ou encore dz vectoriel u égale a d bêta sur cos bêta Eθ. D'autre part, cos bêta, c'est a sur r. Donc 1 sur R2, c'est cos 2 bêta sur A2. D'où Bm égale mu0 i sur 4pi A, l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cos bêta d bêta. Ou encore Bm égale mu0 i sur 2pi A. Puisque l'intégrale égale sinus pi sur 2 moins sinus moins pi sur 2. Calcul du champ en utilisant le théorème d'Ampère. Alors là, vous avez le schéma du fil qui se trouve sur l'axe OZ. Il faut repérer d'abord le sens de la direction de B. MEREZ est un plan de symétrie. Puisqu'on a un fil, MEREZ est un plan de symétrie. Les deux côtés, droite-gauche du plan, sont identiques puisque le fil se trouve dans le plan. Donc BM égale BEθ. Pourquoi? Parce que le champ B est perpendiculaire au plan de symétrie. Bon, le seul vecteur perpendiculaire au plan, c'est Eθ. Les invariances par rapport aux paramètres petit a et l'angle θ et la hauteur z. Une rotation du fil autour de z, donc si on déplace le point, si on fait un tour, si on fait tourner le fil autour de l'axe z, ou une translation suivant z, donc si on tire le fil verticalement suivant z, tout ceci ne modifie pas la source. Donc le point M va voir toujours un fil parcouru par le courant I dans le même sens. Donc ça veut dire que B ne dépend que de la distance petit a. Il ne dépend ni de θ ni de z. Donc Bm égale BA Eθ. Alors, théorème d'Ampère. Alors, je rappelle, théorème d'Ampère, on a un circuit parcouru par un courant I. Pardon. On considère un circuit fermé, pardon, oubliez ce que je viens de dire. Donc, théorème d'Ampère, on considère un circuit fermé et on calcule la circulation de B suivant ce circuit. La surface délimitée par le circuit est traversée par des courants, I1, I2, I3. Donc là, c'est important. On a choisi le sens de la circulation, donc de dl.
Donc, par exemple, I1, I2 en vert, ils sont entrants. Règle tire-bouchon. I3, par contre, est considéré comme négatif puisqu'il est sortant. La circulation de B égale mu0 fois la somme de tous les courants qui traversent la surface. Donc c'est ça le théorème d'Ampère. Circulation du champ suivant sur un circuit fermé égale mu0, la somme de tout le courant qui traverse la surface, qui est délimité par le circuit. Alors B est tangentiel puisqu'il est parallèle à Eθ. Il y a un seul courant I qui traverse la surface. Donc l'intégrale de B dl, puisque dl c'est dl Eθ. Donc l'intégrale de B dl égale mu0 fois la somme des courants qui est I. Donc B fois 2πa. C'est-à-dire le périmètre du cercle de rayon petit a égale mu0i. Donc B égale mu0i sur 2πa. Donc on a exprès choisi comme circuit d'Ampère un cercle de rayon petit a. Comme ça facilite le calcul de l'intégrale. Exercice 5, on considère la surface torique engendrée par un carré de côté 2A tournant autour d'un axe de son plan et parallèle à l'un des côtés à une distance I très supérieure à petit a. Donc là, on a un tore. Sur cette surface, on enroule régulièrement une spire. Cet enroulement est parcouru par I. Calculez le coefficient d'auto-induction de cet enroulement. Donc vous avez un tore carré. Il faut bien regarder. Donc c'est un tore carré, forme circulaire, mais les fils sont enroulés sous forme de spire carrée. Donc vous avez 2A comme côté. Ou bien si vous voulez l'épaisseur du tore, c'est 2 petits a. Donc l'épaisseur est carré 2A en profondeur et en hauteur. On suppose que petit l est la distance entre l'axe du tore et l'axe d'un carré. Calcul du coefficient d'auto-induction, grand L. Alors par définition, le coefficient d'auto-induction, c'est le flux à travers le tore divisé par le courant. Donc le flux total à travers le tore, il est égal à LI. Et c'est quoi le flux à travers le tore? C'est n fois le flux à travers une spire. Donc le champ B est un champ qui est tournant à l'intérieur du tore. Donc on calcule le flux à travers une spire. Il est le même pour raison de symétrie que partout. Donc on multiplie par grand N le nombre de spires. Le flux à travers un spire, c'est l'intégrale de B ds sur la surface totale du carré. Donc L égale N sur I, intégrale double de B ds. Voilà la formule. Donc commençons d'abord par calcul du champ B. Après, on va passer calcul du flux à travers la spire, et puis on multiplie par N, et après on divise par I pour trouver L. Alors, calcul du champ B, donc je reprends le schéma. Donc là, on repère un point M de l'espace par ses coordonnées R, θ, Z, coordonnées cylindriques. Donc, petit r, c'est la distance du point M à l'axe OZ. Eθ est un vecteur entrant. Alors, repérons la direction du champ B en un point quelconque. Donc, MERZ est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que des deux côtés de ERZ, on a le même sens du courant. Donc, on a la même configuration de la source.
Donc BM est perpendiculaire à ce plan. Donc forcément parallèle à Eθ. Les invariances, une rotation du tore autour de Z ne modifie pas la source pour un point, pour le point M. La configuration de la source reste la même. Donc BM ne dépend pas de θ. Il dépend uniquement donc de R et Z. Donc on peut écrire BM égale BRZ de Eθ. Donc le champ B va dépendre, on a un point M, de la distance à l'axe du tore et de la hauteur suivant Z. Par exemple, est-ce qu'on est au-dessus du tore ou bien en dessous du tore, ou bien on a un point quelconque à l'intérieur du tore. Alors voilà une coupe, ou bien une vue de dessus du tore. Donc là, c'est une vue de dessus du tore. Le champ B est un champ tangentiel, donc parallèle à Eθ. Théorème d'Ampère, l'intégrale de BdL suivant un circuit fermé. Donc là, j'ai choisi le cercle C de rayon petit r. Donc égal mu0 sigma di qui traverse la surface du circuit C. Alors je remplace B par BRZ Eθ et DL par DL Eθ. Donc ce qui fait vecteur B scalaire vecteur DL égale BRZ DL. Alors la somme des courants qui traversent, ce sont tous les courants qui traversent les spires carrées. Donc il y en a grand N, donc mu0 grand NI. Alors BRZ, je mets à l'extérieur puisqu'il ne dépend que de la distance petit r. Et je suis à la même hauteur Z. Donc BRZ égale 2πr mu0 NI. D'où B égale mu0 N grand I sur 2πr. Calcul du flux de B à travers une spire carrée. Donc remarque, on peut remarquer que B ne dépend pas de Z lorsqu'on est à l'intérieur du tore. Donc à l'intérieur du tore, le champ B ne dépend que de la distance à l'axe. Calcul du flux de B à travers une spire carrée. Donc phi égale intégrale de BdS. Donc voilà une vue dans le plan ERZ. Donc on cherche le flux de B à travers une seule spire carrée, quelconque. C'est la même configuration pour toutes les spires. Phi égale l'intégrale double de BdS, puisque ds et B sont tous les deux portés par le vecteur Eθ. Donc phi égale mu0 NI sur 2πr. Et c'est quoi ds? Donc c'est un élément de surface carré égale à dz fois dr. Phi égale mu0 NI sur 2π. L'intégrale donc de 0 à 2a, la hauteur dz, l'intégrale de L moins A, L plus A, dr sur R, qui est la largeur. Donc petit r varie entre L moins A et L plus A. Et Z varie de 0 à 2A, la hauteur. Bien sûr, c'est un carré, puisque 2A moins 0, c'est L plus 1 moins L moins 1. D'où phi égale mu0 NAI sur pi, logarithme de L plus A sur L moins 1. Puisque primitif de 1 sur R, c'est ln de R. Finalement, L égale mu0 sur pi, le nombre de spires au carré, fois petit a côté d'un carré, fois le logarithme de L plus A sur L moins A. Petit l étant la distance de l'axe du carré à l'axe du tore. Exercice 6.
calculer sous forme intégrale le coefficient de mutuelle inductance pour deux circuits de forme quelconque parcourus par I1 et I2. Donc là, on a deux circuits quelconques parcourus par I1 et I2. C'est un C2. Calculer sous forme intégrale, donc forme formelle. Alors, je commence par dessiner le circuit C1. Donc, il va créer un champ B1. Le circuit C1 parcouru par I1 va créer un champ B1. Et ce champ B1 va avoir un effet sur le circuit C2. Donc, les lignes de champ B1 vont traverser la surface du circuit C2. Le flux à travers C2, dû au champ B1, c'est M fois I1. Donc M, c'est le coefficient d'induction mutuelle. Le flux de C2 égale l'intégrale donc de B1 ds2. Alors, on sait que B1, c'est rotationnel de A1. A1, c'est le potentiel vecteur, non dérive B1. Do phi C2 égale l'intégrale de rotationnel de 1, A1 ds2. D'après le théorème de Stokes, le flux du rotationnel, c'est la circulation du vecteur. Donc phi C2 égale l'intégrale de A1 dl2. Alors, en régime permanent, l'équation de Poisson, Laplacien de A1 égale moins mu0 J1 a pour solution A1 égale mu0 sur 4pi, l'intégrale de I1 dl1 sur PA. Ça veut dire un point A qui décrit le circuit C1. Donc le point A où se trouve l'élément I1 dl1 va créer un potentiel vecteur A1 au point P, tel que A1P égale mu0 sur 4pi, intégrale de I1 dl1 sur PA. Ça ressemble au potentiel vecteur, au potentiel scalaire V, 1 sur 4pi epsilon 0, l'intégrale de Q sur R. Donc ça, c'est le vecteur grand A1. Alors, donc, phi C2 égale l'intégrale de A1 dl. Do phi C2 égale mu0 et 1 sur 4pi. L'intégrale, lorsque P décrit C2 et A décrit C1, de 1 sur la distance PA dl1 dl2. Donc, phi C2 égale I1 mu0 sur 4pi. L'intégrale sur C1, C2, de 1 sur R dl1 dl2, avec petit r égale la distance entre P et A. Donc petit r et la distance PA. Donc c'est une intégrale double. C'est la distance entre les deux éléments dl1 dl2. Donc M égale, on divise par le courant I1, mu0 sur 4pi, l'intégrale de 1 sur R dl1 dl2. Voilà. Donc la forme de grand M. Bon, si on calcule phi C1, on va trouver la même chose. Il y a une certaine symétrie. On va trouver phi C1 égale MI2. C'est pour ça qu'on dit mutuel. Donc on remarque que le coefficient M d'induction mutuelle dépend uniquement de la disposition géométrique des circuits, l'un par rapport à l'autre. Donc la variable dans l'expression de grand M, c'est petit r, la distance entre les points de chaque circuit. Entre les points du circuit, pardon. Donc si on éloigne C2 de C1, petit r pour chaque point va changer et donc grand M va changer. Exercice 7. Un carré conducteur indéformable de côté A, de côté L, pardon, de résistance grand R se déplace à vitesse V le long de l'axe OX. Le carré reste dans le plan OXY.
Dans l'exercice, on ne cherchera pas à calculer la vitesse, mais on supposera cette vitesse positive à chaque instant. Elle dépend du temps. Un champ B suivant règne dans l'espace. B égale 0 dans le demi-espace négatif. B égale B0 UZ dans l'espace positif. Avec B0 une constante positive. Voilà donc le schéma. Donc à gauche de l'axe OY, B est nul. À droite de l'axe OY, il y a un champ B0 fois UZ, donc champ sortant. On considère les trois situations suivantes. Le carré est entièrement dans le demi-plan X négatif. Donc voilà cette situation I. Deuxième situation, le carré en train de passer du demi-espace négatif au demi-espace positif. Et troisième situation, le carré est entièrement dans le demi-plan X positif. Donc on va étudier les trois situations. Dans les trois situations, répondre aux questions suivantes. Écrire B, le flux de B à travers le circuit. Déterminer le courant induit dans le carré. Faire un schéma. Calculer la force magnétique sur chaque côté du conducteur. Représenter ces forces sur le schéma. Quelle est la force totale sur le conducteur? Cette force est-elle motrice ou de freinage? Alors, c'est A, flux de B à travers le carré. Par définition, phi égale l'intégrale double de BDS. Alors, ds égale ds fois uz. B égale B0 fois uz. Donc, le produit scalaire devient un produit entre les modules. Alors, situation I. Ici, on a un flux nul parce que le champ B est nul. Donc, pas la peine d'aller plus loin. La situation 3. Le champ est constant, donc il suffit de multiplier B par la surface. Donc ça donne flux de B égale B0 fois L au carré. L côté du carré. Alors, situation 2, il y a une partie à droite et une partie à gauche de l'axe OZ. Donc flux de B égale B0 fois la surface qui baigne dans le champ B. Donc c'est petit xb de t fois L. Avec xb, c'est l'abscisse du point B du carré. xbt égale l'intégrale de 0 à t de v dt plus xb0. Puisqu'on a v de t, c'est dxb sur dt. Il ne faut pas oublier ça. xb se déplace à une vitesse v de t. Courant IT induit dans le carré. Grand I, par définition, induit, c'est la force électromotrice induite divisée par grand R, la résistance du carré. La force électromotrice induite, c'est moins dφ sur dt. Moins dφ sur dt. Voilà donc l'expression de I. Alors, voyons la situation 1. Phi est constant puisqu'il est nul. Donc dφ sur dt égale 0, donc il n'y a pas de courant induit. Situation 3. Le flux est invariable aussi. Donc dφ sur dt égale 0.
donc I nul. Donc il y a apparition de courant induit uniquement dans la situation 2. Parce que le flux dépend du temps, puisque le carré se déplace. Alors phi b égale B0L x bt. Donc dφ sur dt égale B0L dxb sur dt, c'est-à-dire V. Donc dφ sur dt, c'est B0L V de t. D'où I égale moins B0L sur grand R fois la vitesse de déplacement. Donc le courant I induit au module est proportionnel à la vitesse de déplacement. Sens de IT. Là, c'est important. Quel est le sens du courant I? Donc, un peu de rappel. On suppose un contour C orienté dans le sens positif indiqué. Donc, la surface délimitée par le contour, elle aussi, elle est orientée dans le sens de DS en respectant la règle du tire-bouchon. Donc, lorsque B est dans le sens de DS, IT induit est négatif. Donc lorsque B est dans le sens de DS, I induit est négatif, c'est-à-dire il est dans le sens contraire au sens qu'on a choisi comme convention. Donc à gauche face plus, à droite face moins. Face plus, c'est-à-dire DS, sens de DS. Alors regardons notre carré en suivant ABCD. Donc en suivant ABCD et DS vers le haut. Donc le sens de IT est ADCBA. Donc le sens de IT est ADCBA. Donc c'est-à-dire que IT induit un champ qui s'oppose à B. Voilà, donc une vue du sens du courant IT. Donc le courant induit IT, il va créer un champ magnétique petit b qui a un sens contraire au champ inducteur grand B. D'après la loi de Lenz, les effets vont dans le sens contraire de la cause. I induit un champ qui s'oppose à B. Force agissant sur le carré. Pardon, le carré, et pas la carré. Force de la place, dF égale module de I fois dL vectoriel B. Alors F égale F qui agit sur chaque côté, la somme des forces qui agissent sur les quatre côtés. Donc là, on est dans la situation 2, bien sûr, parce que A est 3, il n'y a rien. Alors regardons de plus près. La force qui agit sur AB, c'est l'opposé de la force qui agit sur CD, puisque les courants vont dans le sens contraire. Courant opposé. FDA égale 0, puisque le champ B est nul. Donc F égale FBC. La force totale égale la force qui agit sur le côté BC. Donc F égale l'intégrale de CY à BY de module de I dL vectoriel B. F égale somme de CY à BY moins I dL UY, donc c'est le vecteur dL, vectoriel BUZ. Ce qui donne F égale moins B module de I, je mets à l'extérieur, UY vectoriel UZ, l'intégrale de dL. Donc F égale moins B module de I, LUX. Parce que UY vectoriel UZ, c'est UX. Donc
la force F égale moins B0 au carré, si je remplace I par sa valeur, L carré sur grand R fois la vitesse V. Voilà. En résumé, donc la force grand F totale opposée à la vitesse. C'est-à-dire que F est une force de freinage. Donc on peut appliquer ça pour concevoir un système de freinage. Merci. Donc prochaine vidéo 5 sur 6. Exercice en électrocinétique. Modèle de Thevenin, modèle de Norton, résistance équivalente, etc.